On va continuer avec Catherine Vignal et puis on fera la session de questions à la fin. Merci beaucoup. C'est un duo en fait, hein. On est deux. Alors c'est ça. Donc merci de nous avoir invités à venir faire un état des lieux un petit peu des études qui sont en place dans le secteur de la neuro-ophtalmologie. Et c'est des études qui sont collaboratives, hein, c'est-à-dire qu'il y a les ophtalmologistes, il y a les neurologues, non seulement des 15-20, mais également de la Pitié, vous allez voir, et de la Fondation. Et puis les équipes du CIC, CRMR, qui nous aident beaucoup. Alors, je ne sais pas. Ah, c'est ça. Voilà. Alors, excusez-moi. Voilà, donc la première étude, en fait, c'est l'étude OnStim. L'étude OnStim, c'est l'effet de la stimulation électrique transorbitaire du nerf optique sur la remyélinisation avec une tentative de neuroprotection après un épisode aigu de névrite optique rétrobulbaire. C'est une étude qui est menée en partenariat avec la Pitié. Et en fait, le ratio, hein, c'est que la sclérose en plaques est une maladie qui est une maladie extrêmement fréquente, dont la fréquence augmente, puisqu'on a 120 000 patients CEP en France, 1 million en Europe et 2,8 millions dans le monde. Il y a 5 000 nouveaux cas chaque année, et c'est la deuxième cause de handicap acquis chez l'adulte jeune après les traumatismes. Donc c'est une maladie qui est finalement extrêmement fréquente et extrêmement invalidante. Ce qui justifie finalement cette étude sur les névrites optiques, c'est que la névrite optique en fait est inaugurale de la sclérose en plaques dans 20% des cas et que 70% des patients CEP font des névrites optiques. La CEP, c'est une maladie qui est à la fois une maladie inflammatoire chronique, mais également une maladie démyélinisante et neurodégénérative. Et on s'est rendu compte que finalement, cette inflammation était très précoce, mais qu'elle était également, on pensait qu'elle s'éteignait et en fait, elle perdure probablement. Et la démyélinisation va favoriser la dégénérescence axonale, et c'est cette dégénérescence axonale qui est source de handicap. Donc en fait, ce qu'on cherche, on a parlé de neuroprotection tout à l'heure dans le glaucome, c'est un peu pour des maladies qui sont probablement de supports différents, mais c'est un peu la même chose. On cherche à favoriser la réparation de la myéline pour prévenir cette dégénérescence axonale et donc pour diminuer le handicap. Et ce qui est certain, c'est que le nerf optique, finalement, avec toutes ces méthodes d'imagerie dont il a été question ce matin, et en particulier dans le glaucome, puisque ce sont les mêmes méthodes, finalement, même si elles sont encore imparfaites, permettent d'explorer finement la structure, c'est-à-dire par l'OCT, mais également la structure du nerf optique par l'IRM, l'optique adaptative, puisqu'on travaille avec l'équipe d'imagerie de Michel, et la fonction visuelle, avec acuité visuelle non seulement plein contraste, mais bas contraste, ce qui est probablement quelque chose d'assez intéressant, le champ visuel et puis bien sûr les potentiels évoqués visuels. Donc tout ça est maîtrisé, et même si tout ça est, j'allais dire, pas tout à fait au point pour mesurer le handicap, c'est ce qui a été tout à fait bien montré tout à l'heure, ce sont quand même des outils qui peuvent être utilisés dans cette étude. Alors cette étude, c'est 30 patients avec une névrite optique récente, soit s'intégrant dans une sclérose en plaques, soit dans un syndrome cliniquement isolé. Récente, ça veut dire finalement moins de 3 mois après la fin d'un traitement médical optimal, donc ça veut dire des bolus de corticoïdes, plus ou moins des échanges plasmatiques s'il en faut, et qui ont une récupération incomplète. Et donc ces patients vont être randomisés, 15 patients vont avoir une stimulation, et 15 patients vont avoir en fait un sham, en fait, donc une simulation. Et on prend également 15 volontaires sains majeurs avec une acuité visuelle supérieure ou égale à 8/10. Et donc l'objectif principal, c'est de mettre en évidence l'effet bénéfique de cette stimulation transcornéenne pour favoriser la remyélinisation après un épisode de névrite optique. Donc vous voyez, il y a 10 séances de stimulation. Vous avez ici l'appareillage. Et en fait, alors je vais passer sur les objectifs secondaires parce que finalement, on va étudier ces bénéfices sur la structure et sur la fonction, en fait. Et je voulais passer... Voilà. Donc le critère principal, c'est la modification de la latence et l'amplitude de la P100 après 24 semaines, avec après des critères sur la structure, donc sur l'OCT, et également des critères IRM. Voilà.
Voilà. Donc, ce que je voulais un petit peu montrer, c'était comment ça fonctionnait. En fait, bien, ce sont des impulsions électriques qui vont provoquer en fait des phosphènes. Et puis ensuite, on va régler l'appareil de façon à ce que ces phosphènes deviennent permanentes. Donc le patient va ressentir une sensation lumineuse et ensuite on va aller régler pour que les phosphènes deviennent continus et la stimulation en fait va durer 40 minutes. Et on a 10 séances de stimulation lumineuse. Et ensuite, on va voir les patients donc à 24 semaines et à 48 semaines. Donc cette étude est en cours. Et bon, on verra ce que ça donne. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant, j'allais dire, comme concept. La deuxième chose, très rapidement, ce qu'on a depuis de nombreuses années, puisqu'on a commencé en 2014, c'est les études sur la neuropathie optique héréditaire de Leber, donc complètement contexte différent, maladie héréditaire, de transmission mitochondriale, cécitante, qui atteint l'adulte jeune, maladie rare, de 1 à 30 000 à 1 pour 50 000, avec des patients qui deviennent légalement aveugles, et dans 70% des cas, une mutation qui est appelée mutation ND4, ou position 11778 sont des mutations ponctuelles. Alors, où en est-on? Eh bien, voilà, je vais y arriver. Alors, l'idée de départ, c'était donc l'idée d'une thérapie génique avec une injection intravitréenne de ce gène ND4 avec une séquence d'adressage mitochondrial de façon à, et ça a été la preuve de concept chez l'animal, de façon à faire pénétrer finalement ce gène qui va être transcrit en ARN messager, et avec la petite séquence d'adressage mitochondrial, il va y avoir une synthèse de la protéine qui va rentrer au niveau de la mitochondrie et provoquer... enfin, en tout cas chez l'animal, c'est ce qui a été montré, une réactivation de la chaîne respiratoire. Alors voilà, tout à l'heure il a été question justement de la difficulté de ces études, hein, et vous voyez que la phase 1, en fait, c'était 2014, et donc on l'a menée au 15-20, et puis au CIC, et puis on a eu plusieurs études de phase 3, avec des injections qui étaient des études en double aveugle, avec des injections unilatérales versus sham, puis ensuite avec un essai d'injection bilatérale, et on en est maintenant en fait à un protocole compassionnel, donc à une ATU, qui est une ATU nominative pour l'instant, qui est menée, j'allais dire, depuis 2021 au 15-20. Alors, ce qui a permis finalement d'arriver jusque-là, eh bien, c'est que ces études donc de phase 3 où on injecte un œil ou l'autre chez des patients avec une atteinte récente, puisqu'il y avait 2 cohortes de patients atteints depuis moins de 6 mois et de patients atteints de 6 mois à 1 an, ces études, elles ont montré, même si les résultats sont modestes, qu'on avait finalement, après une chute de l'acuité visuelle quand on injecte les patients très tôt, donc ça a été la première déception. On s'est rendu compte que quand on les injectait tout de suite, eh bien là on voit l'acuité visuelle qui chute. Quand on les injectait plus tard, ils étaient déjà au point le plus bas, donc l'acuité visuelle remontait, mais de fait on n'empêche pas la baisse d'acuité visuelle. On a montré qu'il existait en fait, un gain d'acuité visuelle de 3 lignes ou plus par rapport au point le plus bas. Donc ça reste quand même des résultats modestes dans 2 tiers des cas, que ce soit chez des patients de moins de 6 mois, c'est-à-dire rescue, ou de 6 mois à 1 an, c'est-à-dire reverse. Tout cela au prix d'une inflammation intraoculaire qui est prévenue, ou en tout cas diminuée par des corticoïdes par voie orale, puisqu'on injecte des protéines dans l'œil, on va avoir une inflammation intraoculaire. Alors, je vais passer parce que je n'ai pas le temps. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a publié récemment une comparaison de ces patients injectés avec l'histoire naturelle de la maladie, et que même si le gain est modeste, même si il y a des biais méthodologiques certains, parce que c'est pas la même chose d'avoir des patients qu'on inclut dans une étude clinique qu'on va finalement quelque part entraîner, et des patients qui sont dans des études de vraie vie, il semble qu'il y ait quand même un gain d'acuité visuelle de chaque côté, avec, là encore, je n'ai pas le temps de revenir là-dessus, mais des études qui ont été faites chez le macaque et qui ont montré en fait qu'on retrouvait en fait du transgène, non seulement dans l'œil injecté, mais dans l'œil contralatéral, ce qui pourrait expliquer cet effet bilatéral. Alors, j'avance parce qu'on ne tiendra pas.
Voilà. Et donc, des résultats qui, même s'ils sont modestes, montrent que dans 70% des cas, eh bien, on va récupérer 3 lignes d'acuité visuelle ou plus par rapport à l'acuité visuelle la plus basse. Ce qui n'est pas le Pérou, mais c'est pas mal. Alors, on est maintenant en fait sur donc, un protocole compassionnel, donc sous forme d'ATU nominative. Et donc, cette ATU nominative au 15-20, c'est 35 patients qu'on a traités entre le 17 décembre 2019 et mars 2022. Là, on est en rupture de stock de produits, donc on s'est arrêté. C'est des patients donc relativement jeunes, 35 ans d'âge moyen, mais vous voyez qu'on a pu inclure des patients un peu plus âgés, ce qui n'est pas forcément inintéressant. Ça va permettre de voir, même si c'est des petites cohortes, ce qui se passe et si au fond ça a un intérêt, parce que la plasticité cérébrale n'est pas la même à 70 ans et à 20 ans. Ces patients ont tous des corticoïdes pendant 1 mois et on a pour l'instant, donc je n'ai pas de données à présenter parce que c'est pas, les choses ne sont pas publiées, mais la tolérance chez ces patients est finalement relativement bonne avec des inflammations qui sont parfaitement contrôlées. Donc ces patients, ce qui était très intéressant dans cette ATU, c'est qu'on a pu combiner chez ces patients en fait l'idébénone, qui est un analogue du coenzyme Q10, qui est un traitement médicamenteux, qui avait l'AMM dans le Leber en 2015. Et donc on va voir si ces 2 produits ont un effet synergique finalement ou pas, puisque vous voyez que en fait plus de la moitié de nos patients étaient sous idébénone. En fait, 85% de nos patients étaient sous idébénone lorsqu'on les a injectés. Donc on va voir un petit peu s'il y a un effet synergique ou pas. Donc études en cours et à suivre. Donc ces études en fait, sont également doublées avec des images en optique adaptative. Et là, je remercie Elena Goffas de m'avoir prêté ces images qui permettent en fait à la fois de voir les fibres nerveuses et à la fois de voir les structures transparentes qu'on a dans la rétine. Et donc, ces petits kystes qui ont déjà été montrés tout à l'heure, ces kystes dégénératifs, on les retrouve chez les patients Leber, mais on retrouve également après injection des petites cellules ombiliquées là, qui sont des cellules inflammatoires, donc après thérapie génique, donc probablement là encore une technique qui permettra de mesurer un petit peu ce qui se passe de manière fine. Merci. Alors, tu voulais peut-être commenter ça, non? Voilà, c'est parti. Alors, moi, je vais vous parler de 2 essais cliniques en cours, à la fois au 15-20 pour le premier, au 15-20 et à la Fondation, et pour le second qui va bientôt commencer au 15-20. Donc, le premier concerne les NOIA. C'est un essai clinique qui est en cours depuis plusieurs mois. Juste un très rapide rappel, la neuropathie optique ischémique antérieure aiguë, c'est une maladie qui touche les patients qui ont des nerfs optiques de petite taille et qui, à la faveur d'une variation de la pression artérielle, vont avoir un œdème qui va se déclencher et qui va causer un cercle vicieux qui va entraîner une baisse d'acuité visuelle et du champ visuel. Donc ces patients vont avoir une insuffisance vasculaire au niveau de la tête du nerf optique. Alors, je ne sais pas si ça marche. Si, ça marche comme ça. Tac, ici. Une insuffisance là des vaisseaux ciliaires postérieurs parce qu'ils ont une petite papille. Donc, une papille à risque, c'est une papille avec un petit cup. Donc, ça, tout le monde le sait. Donc, c'est ces petits vaisseaux auxquels on ne peut pas accéder, on ne peut pas les déboucher s'ils sont bouchés quand on a une neuropathie optique ischémique antérieure. Et donc, on ne sait pas pourquoi ces petits vaisseaux se bouchent et on n'a pas de traitement. Donc, on regarde les patients s'aggraver et on est content s'ils ne s'aggravent pas, on est content s'ils récupèrent un petit peu. La baisse d'acuité visuelle, elle est en général unilatérale, elle est brutale ou rapidement progressive et les patients vont avoir un œdème papillaire. Donc, voilà à quoi ça ressemble, un œdème papillaire à droite et une petite papille à risque de l'autre côté. Alors, l'évolution de ces patients, c'est donc à J0, il y a l'œdème qui va augmenter très fortement et l'acuité visuelle qui va baisser sur 1 mois et demi, le temps que l'œdème se résorbe. Et donc vous voyez, quand l'œdème se résorbe complètement, l'acuité visuelle commence timidement à s'améliorer. Donc on n'a plus du tout de baisse d'acuité visuelle après que l'œdème a disparu. Donc, l'idée de cette étude, c'est une étude qui s'appelle Endothélion, c'est un essai clinique randomisé contre placebo. La substance active, c'est le bosentan. Alors le bosentan, qu'est-ce que c'est? C'est un traitement déjà connu depuis plusieurs années
qui est utilisé dans l'hypertension artérielle pulmonaire. C'est un antagoniste de l'endothéline. Et on pense que l'endothéline est augmentée chez les patients dans la chambre antérieure des patients qui font une neuropathie optique ischémique antérieure. Donc l'idée est de commencer ce traitement le plus rapidement possible pour diminuer la concentration d'endothéline dans le sang et dans la chambre antérieure de ces patients afin de limiter l'ischémie et de permettre une moindre aggravation de la vision. On ne va pas leur redonner de la vision, on va essayer en tout cas qu'ils en perdent le moins possible. Et l'idée aussi, c'est d'essayer de réduire donc, le taux d'endothéline pour éviter l'atteinte du deuxième œil. Donc c'est surtout ça qui est inquiétant. C'est les patients, ils ont un risque de 15% sur 5 ans de faire une atteinte du deuxième œil. Donc on espère qu'avec ce traitement, ce risque diminuera. Donc cette étude, les patients sont inclus 21 jours après, au maximum, après la baisse d'acuité visuelle. Ils ne sont pas au courant du traitement qu'ils prennent, donc s'ils sont OK pour entrer dans l'étude, ils subissent une randomisation, ils peuvent avoir le placebo, ils peuvent avoir le traitement actif. Et donc on parle de l'évolution de l'acuité visuelle et du champ visuel dans les deux groupes, donc c'est très très simple. Le traitement il dure 8 semaines, il a quelques effets secondaires hépatiques, mais finalement on n'a pas eu à arrêter le traitement sur les quelques patients qu'on a eus, donc il est globalement plutôt bien toléré. Où est-ce qu'on en est actuellement? Donc, c'est une étude qui est menée par le CH de Grenoble. C'est eux qui ont inclus le plus de patients à fin décembre 2021. Et donc, nous, à fin décembre 2021, on en était à 9, mais là, je pense qu'on en a inclus beaucoup plus que ça. Donc, on a bientôt terminé, puisque c'était une étude qui avait pour objectif d'avoir 86 patients à inclure, et on en était à 68 à la fin de l'année dernière. Une autre étude qui a commencé, qui sera multicentrique, mais qui n'a pas encore été mise en place au 15-20, mais qui le sera très prochainement, elle concerne l'hypertension intracrânienne idiopathique. Et donc, vous savez tous que l'hypertension intracrânienne idiopathique, c'est l'élévation de la pression dans le crâne sans cause tumorale. Et donc, c'est quelque chose qui touche les femmes jeunes en surpoids, de préférence, mais ça peut toucher aussi les hommes. Les traitements disponibles, c'est la perte de poids. Donc, c'est un traitement qui est chronique, qui est difficile et qui n'est pas pérenne puisque les patients peuvent avoir des variations de poids. Et donc le temps de la perte de poids, on donne du Diamox à la dose maximale qui est tolérée, sachant que c'est un traitement qui est très mal toléré parce que les patients vont avoir des fourmis dans les mains, des fourmis dans les pieds, une asthénie importante, etc. Donc ce traitement est donné parfois sur plusieurs années, donc ce n'est pas satisfaisant quand on a un œdème papillaire qui persiste et qu'on a un risque de baisse d'acuité visuelle sur le long cours. Et donc c'est pour ça qu'il a été développé depuis de nombreuses années des traitements chirurgicaux et donc la chirurgie de dérivation chez les patients qui ont un œdème qui ne répond pas au traitement et avec une acuité visuelle qui risque de s'aggraver. On fait déjà depuis très très longtemps des chirurgies de dérivation, on pose des valves. Les fenestrations de la gaine des nerfs optiques, on ne le fait pas, en tout cas pas à Paris ou en France même. Et donc depuis quelques années, on pose aussi des stents des sinus veineux puisqu'on a remarqué que les patients qui avaient une hypertension intracrânienne avaient une sténose des gros sinus veineux derrière le cerveau, et le fait de mettre des stents, ça permettait de réguler la pression intracrânienne. Le problème actuellement, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui quelle est la technique qui marche le mieux, ou en tout cas la technique qui a le moins d'effets secondaires. On sait que les patients vont être guéris presque du jour au lendemain. La très grande majorité des patients qui sont opérés ne vont plus avoir d'œdème au bout d'1 mois, et on n'a plus besoin de leur donner du Diamox et ils sont guéris. Mais quand on est devant le patient et qu'on sait qu'on va avoir à lui proposer une prise en charge chirurgicale, on ne sait pas encore laquelle lui proposer. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire cet essai thérapeutique. Après 1 an d'échec de traitement, donc si on n'a pas de perte de poids et que le Diamox n'a pas réussi à faire disparaître l'œdème papillaire, on va proposer à ces patients une prise en charge chirurgicale. S'ils sont d'accord, on va randomiser du coup la technique opératoire, donc soit un stent des sinus veineux, bien sûr s'ils sont éligibles et s'ils ont des sténoses, soit une dérivation. Et pour ça, donc, on a des consultations communes avec les chirurgiens et les neuro-ophtalmologues qui expliquent au patient, qui dit si oui ou non il est d'accord pour être randomisé, et donc le traitement est tiré au sort. Donc, à ce jour, donc, on a commencé il y a 3 mois, on a déjà 8 patients qu'on a inclus. On a un objectif de 276 patients, sachant qu'on n'a qu'un centre d'ouvert pour le moment, mais qu'on devrait très bientôt ouvrir les 15-20, la Pitié, la Riboisière et Beaujon. Donc voilà. Merci pour votre attention. Merci. Alors on a un petit peu de temps pour des questions. Est-ce que
vous avez des questions sur ces maladies inflammatoires du nerf optique et de la cornée. Oui. Sur le plan réglementaire, tu n'es pas trop embêté là. C'est vrai que tu as parlé du premier essai de thérapie cellulaire, c'était déjà très original. Et là, comment ça se passe? Parce que nous, on a été un peu freinés dans nos lancers de thérapie cellulaire avec toute la réglementation. Donc comment tu fais? Bah là, on va s'y atteler. C'est pas simple. Effectivement, le premier essai de thérapie cellulaire, il m'a fallu 3 dossiers. Le 3e dossier faisait 1000 pages pour avoir l'autorisation à l'époque l'AFSAPS. Oui, bah, il y a une partie réglementaire qui est obligatoire. Alors heureusement, on n'est pas tout seul, hein. L'établissement français du sang a une grosse expertise là-dedans, mais c'est sûr que le réglementaire est très lourd. J'ai une question pour Bahram. Ouais. Combien ça coûte les anti-TNF alpha? À la paix, 1 euro, parce qu'on a les biosimilaires, si tu veux. Donc la question, c'est avec les nouveaux. C'est pas tellement les anti-TNF, c'est les nouvelles molécules qui vont arriver. Là, pour le coup, c'est très coûteux. En faisant les différences, on se rend compte que les anti-TNF comparés sur la même période à des traitements locaux par implant de dexaméthasone, par exemple, c'était plus cher. Donc c'est pour dire que c'est des coûts qui sont relativement similaires entre le traitement local, je ne parle pas de l'Illuvien, mais déjà rien qu'avec la dexaméthasone injectée tous les 4 mois, on arrivait à un coût d'anti-TNF qui était autour de 18 000 euros. Sans compter les hospitalisations avec l'infliximab. C'est une question très intéressante. Je poserai bien la même question à Catherine Vidial. La vraie vérité, c'est que pour l'instant, c'est 350 000 euros par œil. Hein? Oui, c'est ça. Mais je pense qu'il va y avoir encore plus gros joueurs que moi. Attends, c'est toujours plus. Hein. C'est impressionnant. Hein. Ça fait 700 000 euros les 2 yeux. Il n'y a pas de prix de déterminer encore. Hein. Oui, remboursement. Voilà, c'est cela. Pour l'instant, ça refait la trésorerie. Mais... Donc finalement, la cornée à 100 000 euros, c'est bon marché. Moi, j'ai une toute petite question pour Catherine. J'ai regardé les chiffres rapidement de la prévalence pour la CEP. Je suis un peu surpris entre les chiffres Europe et les chiffres monde. Parce que l'Europe, ça fait 600 millions de personnes. Donc, est-ce que c'est l'effet de gradient de latitude? Il y a un gradient, oui. Il y a un gradient de latitude, oui, absolument. Parce que c'est beaucoup plus faible quand on prend le reste du monde. Oui, bien sûr. C'est le gradient de latitude. D'autres questions dans la salle? Bien, Michel. Ça va être l'heure du repas. Écoutez, merci à tous les orateurs d'avoir respecté leur temps de parole. Merci de votre attention. Et on se retrouve après le déjeuner. À 14h pour la conférence de José Sahel.